Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Focalisons-nous aujourd'hui sur les mutualisations entre communes et interco ou entre interco et syndicats mixtes et autres. Derrière ce mot de mutualisation, il y a énormément de cadres juridiques possibles. Des prestations de services en réalité, exonérées la plupart du temps de concurrence et publicité, mais il y a des conditions pour ça, d'autres outils, des groupements de commandes, des centrales d'achat, des ententes, voilà, des mises à disposition d'agents, des mises à disposition de services montantes, descendantes, mises en commun de moyens montantes, descendantes, des services communs portés par l'interco ou portés par les communes, d'autres outils qui sont propres à plusieurs structures ensemble, gestion unifiée de services par exemple. Pour les syndicats mixtes ouverts, c'est l'article 57.21.9 qui offre un autre cadre. Et puis parfois, on passe des mutualisations vers un vrai transfert de compétences et il arrive parfois que des transferts de compétences soient transformés en mutualisation et c'est parfois tout à fait fructueux. Donc, dans le cas de la mutualisation, on est toujours sur une base de volontariat, alors qu'en transfert de compétences, ça peut être fait à la majorité qualifiée avec des gagnants et des perdants le cas échéant. Et on a la mutualisation stricte, qui sont les mises en commun de services, mises en commun de moyens et services communs. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'outils. Prenez par exemple les questions de voirie. Je transfère la compétence, j'ai les neutralisations financières habituelles, très bien. Mais si je le fais en mutualisation, j'y perds un peu en unité d'action, mais chaque maire, chaque commune pourra décider de ce qu'elle fait de son centre-bourg, centre-village ou centre-ville. Donc il n'est pas rare par exemple que l'on ait une intercommunalisation hors zone agglomérée et des outils de mutualisation en zone agglomérée. Quand vous intercommunalisez certaines compétences, par exemple de prestations d'architecture ou autre, il est à supposer que ce soit une compétence, il n'est pas rare que ça entraîne des conflits, alors qu'en mutualisation, si on n'est pas content, on arrête de faire appel à ce service. Sauf que en mutualisation, c'est volontaire pour les communes, que chaque maire a le droit de donner des instructions services dans des conditions différentes selon le régime juridique dont nous parlons. Mais évidemment, si je fais une mutualisation par zone géographique, comme ça a été fait par Port-Orléans, pour que les maires ne soient pas noyés dans la masse, on n'a pas le même résultat que si on a un maire qui est certes en mutualisation, mais avec 42 autres maires, auquel cas il est en réalité noyé dans la masse et son pouvoir de donner des instructions est un peu virtuel. Donc on a quand même beaucoup de cas où en fait on nous demande de travailler sur des compétences et ensuite ça va parfois aboutir à des scénarios de transfert de compétences ou de mutualisation avec donc beaucoup d'autres cadres juridiques possibles. Parfois, il arrive même qu'on fasse des SPL en réalité pour des conditions de mutualisation. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, il n'y a pas de bonne ou mauvaise mutualisation. Il y a des mutualisations très lourdes, qui marchent pas. Il y en a qui marchent extrêmement bien. Il y en a qui font des économies d'échelle. Il y en a qui font... Ça dépend du cas. Ça dépend du cadre où vous êtes. Il n'y a pas de loi en la matière. Il y en a qui fonctionnent remarquablement bien, d'autres non. Il y en a qui fonctionnaient bien, qui s'enrayent. C'est de l'art de gestion et surtout d'adaptation au cas par cas. Ce qui est certain, c'est qu'en général, on commence par nous dire « Maître, on veut des choses simples ». Puis après, on découvre la possibilité de faire du sur-mesure et on risque de faire des usines à gaz. Donc, le simplisme, en général voulu initialement, est une demande légitime, mais il faut parfois faire du sur-mesure. Mais trop de sur-mesure tue l'édifice. Donc, il faut, premier temps, chercher des choses simples, faire du sur-mesure dans certains cas. Et puis, quand on voit que finalement, il y a des domaines où le sur-mesure excessif risque d'être lourd, revenir à l'idée de faire des choses simples. C'est très important. Et il n'est pas rare non plus que soit sous-estimé l'importance de neutraliser les choses au niveau financier de manière soit fixe, soit dynamique. Par exemple, en service commun, on peut prendre en compte les dépenses du service, mais sans les geler définitivement, tout en ayant ce mécanisme qui est pris en compte dans le calcul du CIF, donc de la DGF. Ce qui n'est, en tout cas à terme, potentiellement intéressant. C'est bien. Et puis, il y a d'autres cas où on veut faire des neutralisations financières différentes. Est-ce que sur l'ADS, je vais faire un prix équivalent permis de construire ou un coût du service ventile entre communes en fonction du nombre de permis de construire moyen? C'est pas la même chose au final, en réalité. Donc, on voit aussi des gens qui vont dans des situations simples, et d'autres qui font des conventions trop byzantines. Sur mesure, du sur mesure avant tout. Il faut donc bâtir un équilibre territorial. Avec parfois des stratégies où on va avoir une mutualisation quasi intégrale, notamment des fonctions de secrétaire de mairie. Le CMINE, le REDPUISES, ils sont essayés. Parfois des mutualisations presque intégrales de l'ensemble des services,
Haguenau, Verdun, Reims par exemple, Strasbourg dans un autre cadre. Et en plus, avec les situations que je viens d'évoquer, correspondent à des cadres juridiques différents. Taux agglomération, aujourd'hui 7, avec une utilisation très large sur 7, Marseillan, et des ouvertures par module sur d'autres territoires. À Chars, en Vendée, une progression domaine par domaine de manière très large, avec un accouchement de consensus qui est largement porté, par exemple, par un comité des DGS et secrétaires de mairie. On peut citer encore bien d'autres exemples. On peut citer par exemple la CAPI, où ils ont fortement mutualisé certains moyens techniques et certains moyens financiers avec des vraies économies d'échelle dans le cas des services financiers. Pareil pour 7 par exemple. On peut faire des mutualisations très différentes selon les parties du territoire. On peut citer Creil, Cergy-Pontoise par exemple. D'où l'intérêt de se poser des bonnes questions. Qu'est-ce qu'on a des programmes pour forger un esprit d'équipe? Est-ce que l'on veut spécialiser les agents une fois qu'on les a mutualisés ou pas? Est-ce que je les garde sur des sites différents? Ce qui sera plaisant pour les communes, mais il ne faut pas demander dans ce cas-là des économies d'échelle ou un facile remplacement des congés, etc., etc. Quel circuit de décision pour les instructions des communes? Très important, parce qu'évidemment, si je mutualise le déneigement, tout le monde voudra le déneigement le même matin et en même temps. Donc il y a bien des procédures, des protocoles à prévoir, mais qui ne doivent pas être non plus trop rigides. Donc on a des effets variés de la mutualisation selon le territoire, selon l'adaptation, selon la matière financière, selon que l'on mutualise faute d'intercommunaliser ou pas, selon que l'on est sur des fonctions techniques ou pas. Et il y a beaucoup d'agents qui au début en ont peur et puis qui découvrent que finalement sur une structure plus grande, notamment d'un service commun, ça pourra les aider, notamment s'ils ont des franchissements de grade en termes d'évolution de carrière. Il y a un vrai lien à voir avec la GPEC. Il y a aussi la possibilité parfois de mutualiser à l'interco sur des agents qui n'ont pas le même régime indemnitaire que les communes et au fil des remplacements avoir parfois des baisses de coûts. Donc, on peut avoir toute une série de fonctions. Voici quelques exemples de mise à disposition de services, exemples de missions pour une communauté de 40 000 habitants, d'autres exemples qui sont maintenant de services communs. Les exemples abondent. Pour cela, il faut toujours avoir en tête de prévoir, comme dans les conventions, qui va payer les frais de retour au centre de gestion si à terme on a des suppressions d'emplois. Prévoir des modalités pour que les conventions que l'on passe soient à durée déterminée, mais sur des périodes habiles en termes de cycle d'investissement et de cycle de décision politique. Ne pas avoir une fin qui arrive, par exemple, à 3 mois avant les élections de 2026. Ça serait malencontreux. Prévoir des régularisations ex-post sur les dépenses. Ne pas faire de cadeaux qui ne soient pas fondés parce que c'est probablement illégal à Remergui. Risque ou espoir qu'il soit utile de faire des budgets annexes, mais au minimum une comptabilité analytique, ça va de soi. Ne pas être des deux côtés de la signature, c'est une prudence juridique. En matière de groupement de commandes, par exemple, il arrive que les communes de petite taille soient frustrées d'avoir des délais qui ne sont pas ceux auxquels ils étaient habitués, tout simplement parce qu'en faisant masse, on arrive à d'autres montants, ou qu'ils s'y perdent un petit peu. Il arrive que ceux qui portent les groupements de commandes trouvent que le recensement des besoins est un petit peu long. Sauf que sur les gros marchés, en général, on y gagne, sous réserve d'être très attentif, par exemple, aux critères de notation. Il ne faudrait pas que l'attributaire d'un marché soit le plus cher sur l'équivalent du territoire de telle ou telle commune. Donc ça nécessite un certain savoir-faire et une certaine organisation, un brin parfois autoritaire dans le recensement des besoins en tout cas. Parfois, on arrive à ce qu'au niveau de l'intercommunalité, on porte des centrales d'achat, et là il y a une réactivité au contraire qui est forte, ou des marchés à bon de commande qui permettent ensuite que les accusations d'être lents tombent d'elles-mêmes. En revanche, au niveau de l'intercommunalité, il y a souvent un grand gain à avoir à faire des mutualisations horizontales pour bénéficier des apports de chacun. Par exemple, je sais pas moi, un responsable de service environnement qui a une compétence extrêmement forte en fleurissement, qui peut faire des prestations au profit des autres communes sans jouer au petit chef, et dans ce cas-là, ça marche bien. On peut avoir parfois des groupements qui peuvent être tout à fait intéressants même avec des acteurs privés pour des achats en commun. Mais attention, les économies sont souvent faites par exemple sur la livraison. Ça n'est pas je remplis ma cuve de fuel quand j'en ai besoin parce que dans ces cas-là je ne fais pas d'économie sur la livraison même si j'ai fait un groupement de commandes avec tous les acteurs. Ça sera tous les temps du mois, il y a une livraison et chacun indique de combien il a besoin. Et là j'ai une économie organisationnelle sur la tournée qui en général conduit à une forte diminution des coûts. Il arrive très souvent, par exemple, que sur les fonctions RH, il y ait des économies d'échelle réelles sur les fonctions, par exemple, de paye, et qu'on y aille plus doucement, mais avec un conseil un peu stratégique, sur les questions d'aide à la gestion de carrière, par exemple.
Il est très utile souvent d'ailleurs que la mutualisation ne soit pas que arc-boutée sur la ville-centre, sinon les autres la regardent avec méfiance, mais qu'il y ait bien une ouverture par module sur différentes communes avec des pilotages un peu larges, un peu consensuels, pour éviter l'accusation de faire un château fort, un donjon protectif. On a souvent sur les suivis de travaux un vrai besoin dans les territoires, les communes, notamment celles de taille plus petite, ayant parfois une tendance à se faire refiler du bicouche pour le prix du tricouche pour la voirie, etc., etc. Donc on peut se retrouver avec des gestions qui peuvent être même différenciées en termes de mode de gestion, mais avec des mutualisations à la carte. C'était beaucoup le cas pour l'accueil de loisirs, avec des réflexions. On a ici un exemple, il y en a plein d'autres. On peut penser par exemple, je sais pas moi, au Grand Angoulême ou autre. On va se retrouver donc à avoir toute une série d'outils et les gens vont réfléchir sur le point de savoir si ça correspond à leurs besoins. Est-ce que ça va être réversible? Oui, non. Quelle optimisation financière à court terme, moyen terme? Est-ce que j'ai une optimisation organisationnelle possible? Et quels sont les autres impacts organisationnels? Est-ce que ça favorise la cohérence territoriale? Et on va se retrouver avec une grille qui va être adaptée au cas par cas et donc des outils de mutualisation qui peuvent être tout à fait multiples, y compris parfois avec des conseils départementaux. On peut citer les exemples, par exemple, de l'ADS, l'instruction donc des autorisations d'occupation du sol, certificat d'urbanisme, permis de construire, permis d'aménager. On peut avoir des services unifiés, des gestions unifiées entre communautés. On peut avoir de la mutualisation entre communautés et communes. Pareil, par exemple, pour ce qui est documents uniques, sécurité incendie, etc. Et on va se retrouver avec pas mal de territoires, gestion unifiée ou service commun bien souvent, on va avoir une réflexion. Et dans cette réflexion, pensez à faire, par exemple, comme les achats, qui ont travaillé sur combien coûte chaque scénario et jusqu'où on va. Dans l'ADS, on peut avoir des prix qui vont du simple au triple, mais on va des prestations qui en vont qualité aller du simple au triple et qui vont avoir un impact fort sur le taux de contentieux, sur la recouvrabilité des participations d'urbanisme, si le service va jusqu'à en amont l'accueil des demandeurs, des porteurs de projets et surtout en aval la visite de contrôle sur site. Donc on va avoir des coûts mais aussi des recettes qui vont différer et il faut se faire des vrais scénarios, sachant que par exemple pour l'ADS, on a une forte hétérogénéité des agents à l'origine dans leur formation. On a des vraies problématiques pour des raisons de délai d'instruction, de remplacement de congé maladie ou de congé. Et souvent, arrivé à 4 ou 5 personnes, on peut arriver à spécialiser les agents et avoir des vrais gains de productivité, de qualité, sous réserve d'avoir un bon pilotage managérial et de lien avec les élus. Mais est-ce que du coup le permis passe par l'accueil en commune ou pas, par exemple, ça change complètement tout dans le coût final et le lien avec la commune, bien sûr, par exemple. Donc il y a toute une série de choix opérés, sur mesure, avec un équilibre territorial, différents outils juridiques et très souvent une méthode. Cette méthode revient à rencontrer les acteurs pour faire un audit de la mutualisation actuelle, qui ne soit pas un audit père fouettard, qui soit quelque chose de cool, de facilitateur. Rencontrer les communes, rencontrer les autres partenaires pour trouver des identifications, des pistes et voir ce qui est possible, pas possible, faire trancher ensuite les élus avec l'aide des cadres pour faire améliorer, évoluer la mutualisation. Parfois, ça revient à avancer sur certains domaines et à reculer sur d'autres. Ça revient surtout souvent à phaser les choses. Je veux faire un système informatique, mais je veux ensuite qu'il y ait, je sais pas moi, comme à Alès, une seule communication commune en termes de presse, bulletins municipaux. Je veux, comme c'était en projet à Fontenay, d'avoir au-delà d'un service informatique, le compte, d'avoir ensuite une gestion de location de salles sur l'ensemble du territoire, etc. Eh bien, on va aller étape par étape. D'abord le service communication commun, quelques opérations avant de se lancer sur le bulletin. Service informatique en commun avant de se lancer sur des opérations lourdes comme celle d'un système de gestion de réservation de salles sur l'ensemble du territoire avec priorité pour les communes bien sûr. Et ça nécessite de faire des vrais travaux de concertation et d'impact, ça nécessite aussi de réfléchir sur les circuits d'information, ça nécessite de raisonner par territoire pour certains types de mutualisation. On peut parfois par exemple avoir des mutualisations sur, par exemple, le pont du Gard. Ils ont des polices municipales de jour, la PMI
la police municipale intercommunale, elle, s'occupe de la nuit et il y a des outils de mutualisation sur d'autres aspects de regroupement de tout ceci. Vous voyez, donc on peut tout à fait être créatif sous réserve de travailler à un certain accouchement de consensus et de faire régulièrement le bilan sur ce qui marche pas pour faire évoluer les choses, ne pas garder un service juste parce qu'on l'a créé et qu'il y a une inertie administrative. Sur la base de cela, on arrive à des scénarios, à des fiches actions que l'on va surtout, comme dans l'exemple ici, phaser dans le temps. Et donc, en mettant des liens entre ces différentes actions et les noms de ces fiches actions. Ça nécessite un travail pour lequel il y a nécessairement des accompagnements qui sont parfois très RH, parfois très orga, parfois faits par des avocats comme nous, mais avec une habitude en réalité de ces démarches managériales et d'organisation. Les démarches orga très lourdes sont adaptées à certains territoires, moins à d'autres. Il y a une question presque parfois de culture partagée à ce stade. Parfois, on a des accompagnements très RH, mais on est quand même sur une problématique juridico-financiero-organisationnelle. Mais pourquoi pas? Il y a des gestions aussi très différentes des relations avec le personnel, y compris les organisations syndicales, d'un territoire à l'autre. Donc, avant tout, une mutualisation réussie, c'est une mutualisation qui vous convient, qu'on fait évoluer avec pragmatisme et que l'on pilote avec pragmatisme et différents types de portage. On n'est plus dans la période où les schémas de mutualisation étaient obligatoires, quitte à faire un truc parce qu'il fallait le faire. On est aujourd'hui sur un cadre nouveau, sur des communautés qui essaient de travailler à leur lien à la proximité, donc d'où souvent des mutualisations zone par zone, avec certaines inventivités parfois, et d'où aussi, en revanche, le besoin d'être efficace et de faire des économies d'échelle, d'abord parce que c'est une exigence des élus, parce que l'idée de se dire « Oh, mais on ne fait pas d'économie d'échelle, mais on améliore le service » était un discours qui était entendable et rationnel avant que la DGF des communautés ne soit fortement baissée à partir de 2013, de 2013 à 2017 pour l'essentiel. Mais aujourd'hui, maintenant que l'argent public est infiniment plus rare et que le redressement de notre nation va nécessiter les efforts de tous, les exigences en termes d'efficacité comparées à un coût sont des choses qui sont en général tout à fait au centre des préoccupations, mais la mutualisation, beaucoup plus qu'on ne l'a dit, peut répondre à ces préoccupations, sous réserve de le faire avec tout à fait sérieux et organisation, avec méthode. Merci, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Pensez à vous abonner tant qu'à faire. Et au revoir, bon courage.